qu'est-ce que le principe holographique et comment est-il apparu? Dans cet épisode, on va étudier comment accéder au champ infini d'informations de notre univers. Le principe holographique existe depuis toujours, même s'il n'a peut-être pas été appelé comme ça dès le début. Le concept selon lequel tout se retrouve dans tout, que de n'importe quel point ou partie de l'univers, on peut obtenir les informations de toute chose, a été abordé par les lignées de civilisations anciennes, le chamanisme et les maîtres du monde entier dans de nombreuses cultures différentes. Le concept d'unité existe depuis toujours. Cependant, avec le développement du principe holographique en physique standard, on s'est mis à l'explorer avec un célèbre physicien, David Bohm, qui a considéré l'ordre implicite et explicite de la création comme une structure dans laquelle la création contient chaque élément d'information de toute chose en chaque point, que chaque endroit contient la structure totale dans laquelle il s'est développé. Il a réalisé que toutes les informations de l'univers étaient présentes partout. C'est ce qu'il a décrit dès le début dans ses recherches sur le principe holographique. Alors, qu'est-ce qu'un hologramme? Un hologramme est tout simplement une expérience ou un dispositif permettant d'obtenir une projection tridimensionnelle dans l'espace. Il est important de comprendre que le principe holographique en physique ne porte ce nom que par analogie. Et c'est là que les gens s'y perdent, y compris les physiciens. Je vais donc faire une distinction très nette entre un hologramme, tel qu'on peut le voir ici sur Terre, et l'univers qui est doté d'un principe holographique. Ce sont deux choses différentes. Cependant, un hologramme produit ce qui se rapproche le plus du fonctionnement de l'univers. Pour produire un hologramme, un faisceau laser est divisé en deux faisceaux identiques et redirigés grâce à des miroirs. L'un des faisceaux se dirige vers l'objet, dans cet exemple une pomme. Une partie de la lumière est réfléchie par l'objet directement sur la plaque photographique. Le second faisceau se dirige également sur la plaque photographique. Lorsque les deux faisceaux se croisent et interfèrent l'un avec l'autre, le schéma d'interférence recrée une image virtuelle en 3D de la pomme à cet endroit. Il est intéressant de noter que le mot hologramme vient du mot grec holos, le tout, et gramma, le message. Si un hologramme est découpé en morceaux, chaque morceau contient des images entières de l'image holographique. Ce qui est très étonnant et intéressant dans tout ça, c'est que si on coupe la plaque en deux et qu'on projette le laser dessus, la pomme va quand même apparaître. Elle aura une résolution plus faible, mais elle apparaîtra quand même. Et si on coupe la plaque en 4 et qu'on projette le laser dessus, on verra encore et toujours la pomme. Toutes les informations apparaissent à l'infini. On peut en théorie couper la plaque à l'infini et toujours percevoir les informations de la pomme. Le concept émet donc l'idée que chaque point contient le tout. Et c'est un concept, comme je l'ai dit, qui existait déjà dans les civilisations anciennes du monde entier, dans les cultures chamaniques, etc. La physique s'est développée de telle manière qu'on a découvert qu'il existait cette possibilité que des trous noirs se forment dans l'univers. Et cela a été très déroutant pour les physiciens. L'équation de champ d'Einstein a prédit que des trous noirs pouvaient se former. Einstein lui-même ne pensait pas que ça pouvait exister. Il pensait qu'une partie de l'équation était fausse. Tout le reste était avéré.
Mais il était très peu probable qu'un trou noir puisse se former. À l'époque, le mot trou noir n'avait même pas été inventé. On appelait ça une singularité. C'est la base de la solution à l'équation de champ d'Einstein. C'est ce qu'on appelle la solution de Schwarzschild à l'équation de champ d'Einstein. La métrique de Schwarzschild est la solution primaire à l'équation de champ d'Einstein utilisée pour décrire et calculer la gravité ou le mouvement orbital des planètes et des étoiles. Le point de vue selon lequel la masse d'un objet pourrait avoir une densité si élevée que la lumière ne pourrait même pas s'en échapper est très présent, mais a quasiment été ignoré. Cependant, quand les trous noirs ont été découverts, mais même avant ça, lorsqu'on a étudié cette partie de l'équation de champ d'Einstein, une chose est restée mystérieuse. Si la lumière tombe dans un trou noir, si les informations tombent dans un trou noir, qu'on peut considérer les informations et la théorie de l'information comme des particules tombant dans le trou noir, tels des photons qui pourraient transmettre des informations sur leur vitesse, leur position, etc., qu'on peut considérer les particules comme des informations faisant partie de la théorie de l'information, s'il y a un lien direct entre les informations et l'énergie, alors où vont les informations? Quand elles entrent dans un trou noir, où finissent-elles, si le trou noir peut s'évaporer? La réponse a été le résultat d'une partie des recherches que Stephen Hawking a fait sur les trous noirs. C'est ce qu'on appelle le rayonnement de Hawking. Hawking a prédit que les fluctuations d'énergie provenant du vide génèrent des paires de particules antiparticules virtuelles près de l'horizon des événements d'un trou noir. L'une des particules tombe dans le trou noir, tandis que l'autre s'échappe avant qu'elle n'ait eu la possibilité de s'annihiler. Le résultat est que pour quelqu'un qui observe le trou noir, il semble qu'une particule s'en soit échappée. Comme la particule qui s'échappe a une énergie positive, celle qui est absorbée par le trou noir a une énergie négative par rapport à l'univers extérieur. Le trou noir perd donc de l'énergie et de la masse. Les plus petits trous noirs primordiaux peuvent en fait émettre plus d'énergie qu'ils n'en absorbent, ce qui leur fait perdre de la masse nette. Les trous noirs plus grands, comme ceux qui ne représentent qu'une masse solaire, absorbent plus de rayonnement cosmique qu'ils n'en émettent par le biais du rayonnement de Hawking. Alors s'ils perdent de l'énergie et que les informations tombent, où finissent-elles? Où vont-elles? D'après le modèle standard de cosmologie, qui suit l'opinion de Hawking et d'autres, ces informations sont perdues. Mais cette idée contredit certains des fondements de la physique, d'après lesquels les informations ne peuvent pas être perdues dans la théorie quantique. Cela s'est donc avéré problématique. Ce qu'on a communément appelé la guerre des informations du trou noir s'est alors déclarée entre les physiciens quantiques et les cosmologiques. Certains disaient que les informations étaient tout simplement perdues, d'autres déclaraient que toutes les informations finissaient quelque part dans un univers parallèle, et les physiciens quantiques affirmaient que les informations ne pouvaient pas être perdues. Les deux protagonistes de cette guerre du trou noir ont été Stephen Hawking et Leonard Susskind, qui est le directeur du département de physique de l'université de Stanford. Tous deux ont débattu de ce qu'il advient des informations dans l'univers. Finalement, avec l'aide d'autres physiciens, Leonard Susskind, s'inspirant du parcours alambiqué de la physique ancienne, qui avait été écrite par Bekenstein et d'autres, a développé un concept qui est aujourd'hui connu sous le nom de principe holographique. Ce concept a démontré que les informations qui tombent dans le trou noir
sont imprimées de manière holographique sur la surface du trou noir sous forme de fluctuation du vide de Planck. On retrouve là notre éther qui apparaît à nouveau au centre et qui démontre que les informations sont maintenues dans la structure du vide à la surface du trou noir. Elles ne sont pas perdues. Des calculs ont été faits là-dessus. Et ils ont donné la température exacte de l'entropie du trou noir, la température du trou noir. On a donc prouvé que c'était correct, ou du moins, on a élaboré une théorie disant que c'était correct. Et finalement, Stephen Hawking a reconnu que les informations pouvaient être retenues à la surface du trou noir et qu'elles n'étaient pas perdues. De très nombreux physiciens se sont alors de plus en plus intéressés à Leonard Susskind et à son principe holographique. Et le concept s'est fortement ancré dans l'interprétation moderne des trous noirs, de l'entropie et dans certains calculs et propriétés physiques les plus avancées et les plus importants qui sont étudiés aujourd'hui, dont la conjecture ER égale EPR, qui démontre que l'intrication peut se faire à travers les trous noirs et que les trous noirs sont comme intriqués par des particules et que les particules peuvent également être des trous noirs. Mais avant de comprendre tout cela, le principe holographique est quelque chose que j'avais développé d'une manière différente de la physique primitive que je connaissais. J'avais réalisé que ce champ de Planck, que cet éther, était constitué de minuscules oscillateurs à l'échelle de Planck. On peut les voir comme une structure granulaire discrète de l'espace-temps. Einstein avait raison de penser que l'espace-temps se courbe pour produire la gravité. Mais l'espace-temps n'est lisse qu'à grande échelle. Revenons à l'image de l'eau dans notre baignoire. Quand on regarde l'eau qui s'écoule par le trou d'écoulement, elle semble lisse. Mais quand on regarde de plus près, elle est faite d'atomes, elle est granulaire. L'espace-temps est constitué de ces structures granulaires. Je suis tombé sur à peu près la même interprétation du principe holographique sous un angle différent. De mon côté, je me suis rendu compte que la structure granulaire de l'espace-temps n'est pas une surface en 2D, comme l'affirme le principe holographique actuel, mais que les grains sont de petites sphères, de petites particules. Et ce n'est pas seulement le cas à la surface du trou noir, mais aussi à l'intérieur de celui-ci. L'espace-temps et la structure du vide existent aussi à l'intérieur du trou noir. J'ai donc commencé à réfléchir à ce principe holographique et à la structure granulaire de l'espace-temps, la structure granulaire de la fluctuation du vide, représentée par cette rotation dynamique qui produit des particules. Et plus important encore, le centre de l'atome, le proton. On peut considérer le proton, dans le noyau de l'atome, comme étant le centre du vortex de l'espace-temps, qui entre et fabrique un petit proton au milieu. On imagine bien toutes les informations qui tournent ensemble et qui constituent un proton. J'ai calculé cela. J'ai calculé combien de Planck se trouvent à l'intérieur du rayon d'un proton. Et j'ai été stupéfait quand j'ai fini mes calculs, parce que la masse de tous les petits Planck à l'intérieur du proton équivalait à la masse de l'univers avec précision. Ça m'a tout de suite semblé holographique, ce qui signifie en principe que toutes les informations de toutes les choses sont présentes partout.
C'est ce que j'ai trouvé. Toutes les informations et toute l'énergie semblaient être présentes dans les informations de Planck à l'intérieur du proton. Ce n'est pas l'univers qui se trouve là. Ce sont simplement les informations de l'univers qui s'y trouvent. C'est comme lorsqu'on écoute le CD d'un orchestre de musique. Le violon n'est pas dans le CD. Le piano n'est pas dans le CD. Le chef d'orchestre n'est pas non plus dans le CD. Mais tous ces éléments et ces informations sont pourtant bien présents. Il faut donc imaginer ces informations présentes sous forme holographique dans le champ de Planck. On peut imaginer à quel point la structure granulaire de Planck doit être petite pour contenir en un seul proton toutes les informations de tous les autres protons de l'univers. Mais c'est ce que donnait l'équation. Tout à coup, je me suis dit, attends une minute. Ces informations sont à l'intérieur du mini-trou noir, n'est-ce pas? Elles ne peuvent pas en sortir. Elles sont limitées par les informations qui sont à la surface, par l'entropie du trou noir. Alors j'ai examiné la relation entre la surface et l'intérieur. Quelle quantité d'informations à l'intérieur pouvait passer par la surface? J'ai obtenu un chiffre qui est le rapport entre les deux. J'ai multiplié ce nombre par la masse d'un bit d'information, un Planck, pour obtenir la masse du rapport. J'ai obtenu la masse exacte du proton. Et lorsque j'ai reformulé l'équation, j'ai obtenu le rayon du proton. Et ce rayon était de 4% inférieur à ce qui est prédit par le modèle standard. Quand j'ai publié cela, c'était en décembre 2012. J'ai ensuite prédit qu'en mesurant le proton avec plus de précision, on pourrait trouver ce plus petit rayon. Les résultats de ces expériences ont montré que le rayon du proton, provenant de la diffusion muonique, était plus petit que celui prédit par le modèle standard. Ma prédiction donnait précisément ce nouveau rayon qui avait été mesuré. Ce rayon a donc été confirmé. Et ma prédiction se situait à un écart type de l'expérience. Elle se trouvait dans la marge d'erreur de l'expérience. Mon rayon était donc peut-être encore plus précis que l'expérience. Fondamentalement, cela signifie que le réseau d'informations de l'univers, la rotation du champ de Planck à l'origine de la création dans l'univers, relie tout ensemble puisque toutes les informations sont présentes en un point au centre d'un atome. Je me suis dit que si tout cela était vrai, je devais pouvoir prendre cette équation et la transposer au reste de l'univers. Ça m'a pris un certain temps, bien sûr. Ce n'était pas simple. Je l'explique ici en termes simples, mais c'est bien plus compliqué. En gros, il faut prendre cette équation et l'appliquer à l'électron. Voilà ce que j'ai publié. Elle détermine le bon rayon, la bonne masse de l'électron, entre autres. On peut l'appliquer à l'univers tout entier. Et elle donne la bonne masse de l'univers sans avoir besoin de matière noire et d'énergie noire. Elle donne la bonne accélération de l'univers. Et comme on l'a découvert tout récemment, elle donne la bonne température, etc. Lorsqu'on écrit l'équation d'une manière plus classique, en utilisant la thermodynamique, on peut en fait obtenir de cette équation toutes les échelles de notre univers, y compris les superamas, les amas, les galaxies, les étoiles et les planètes. On obtient donc tout ce qui, dans l'univers, émerge de cette vision holographique de la création. Il est important que je fasse à nouveau la distinction. Je ne parle pas d'une plaque holographique quelque part dans l'univers qui projetterait une création holographique. C'est l'ensemble du schéma d'interférence de l'espace-temps du champ de Planck qui crée le tissage d'interférence des informations dans l'univers et qui produit cet effet d'hologramme. Transposer l'analogie holographique à une surface en 2D
en projetant notre univers est une erreur. Cette erreur a été commise par des physiciens et des scientifiques qui ont erroné et exagéré l'analogie. Ce n'était pas correct. Le fait que l'univers soit holographique est dû au comportement naturel de l'oscillation du champ qui constitue notre univers. Chaque échelle peut exposer la taille d'un petit trou noir ou d'un grand trou noir, comme le centre d'une galaxie ou le centre d'un atome. Au final, ce sont en gros des trous noirs à tous les niveaux. L'une des preuves en est que lorsqu'on a résolu cette équation à propos de notre univers, elle a clairement démontré que l'univers est une membrane qui obéit à toutes les conditions pour être un trou noir. Cette équation n'est donc pas discutable. Elle détermine la masse correcte. Mais pas seulement. Elle donne la température exacte du trou noir. C'est-à-dire que l'équation nous donne le rayonnement correct de ce trou noir, ce qui détermine sa température. Et la température qu'on obtient est la température qu'on mesure dans le fond cosmologique de notre univers. Cela démontre très nettement que l'on vit à l'intérieur d'un trou noir et que toutes les choses à l'intérieur de ce trou noir sont de plus petits trous noirs qui s'organisent d'une certaine manière pour former des amas, des superamas, des galaxies, des étoiles, des planètes, des éléments biologiques et toutes ces choses. Et la dynamique de ce trou noir, à toutes les échelles, se divise en une relation harmonique très spécifique. Imaginons l'univers comme une longueur d'onde très longue, puis une longueur d'onde de plus en plus courte jusqu'au Planck, et enfin, comme on l'a découvert avec cette équation, jusqu'au sous-Planck. La distance qui sépare la longueur d'onde du sous-Planck, qu'on a découverte, est la même que celle qui sépare le Planck de la longueur d'onde de l'univers. Le rayon du Planck, la taille du Planck, la petite boule de Planck, se situe donc entre la taille de l'univers et celle du sous-Planck. Ce sont des échelles énormes. Elles sont immenses. Par exemple, si on prend un petit Planck, un bit d'information à l'échelle de Planck, et qu'on le grossit à l'échelle d'un grain de sable, alors le noyau d'un atome, le proton, qui est extrêmement petit, aura un diamètre à peu près équivalent à la distance entre le Soleil et l'alpha du Centaure. Ce diamètre représente environ 4000 milliards de kilomètres ou 4,2 années-lumière de la Terre, une distance qu'on mettrait environ 6300 ans à parcourir avec la technologie actuelle. Voici donc la différence d'échelle entre le champ de Planck et l'atome. On peut comprendre qu'il ait été facile pour la physique standard, pour la communauté des physiciens, de la rater, n'est-ce pas? C'est tellement minuscule. C'est tellement éloigné de l'échelle à laquelle on vit dans notre réalité que ce n'est pas quelque chose qu'on aurait pu trouver jusque-là. Aujourd'hui, on commence enfin à découvrir que ces petits oscillateurs de Planck ont vraiment un impact sur les propriétés physiques des trous noirs. On découvre que oui, la température et l'entropie d'un trou noir sont liées à la réaction de ces petits Planck. Avec mon équation, on découvre qu'en fait, toute la masse, toutes les forces, tout ce que l'on voit dans l'univers est le résultat du mouvement de ces petits Planck. On peut alors se demander de quoi sont faits ces petits Planck. Eh bien, ils sont probablement faits de plus petits Planck.
Et c'est ce qu'on a calculé avec cette équation. Parce que l'équation nous a donné les échelles, et on a donc pu calculer au plus juste. On a trouvé que l'échelle suivante du sous-Planck allait représenter la même distance qu'il y a entre le sous-Planck et le Planck, et entre le Planck et la taille de l'univers. Ce qui nous a amené à dire que notre univers est peut-être le Planck d'un univers plus grand. Et cet univers est peut-être le Planck d'un univers encore plus grand. On commence alors à comprendre que l'équation aborde des choses qui sont beaucoup plus lointaines et beaucoup plus étrangères à ce qu'on peut voir à notre niveau. Mais comme elle est exacte pour tout ce qu'on peut percevoir, on sait qu'elle est très probablement exacte pour ces choses qu'on ne peut pas aussi bien percevoir. Cela signifie qu'on vit probablement dans un univers plus vaste, et que cet univers se trouve lui-même dans un univers plus vaste. On devrait donc parler de multivers. Les multivers ne sont pas parallèles les uns aux autres. Ils sont imbriqués les uns aux autres comme des poupées russes. À n'importe quelle échelle, on trouve un lien parallèle. Si on regarde les galaxies, on voit une galaxie ici et une galaxie là, parce qu'elles sont à peu près toutes à la même échelle, n'est-ce pas? Mais ensuite, on ne les perçoit plus, et finalement, on finit par voir des étoiles. Les étoiles sont à peu près toutes à la même échelle aussi. On les perçoit toutes à une même échelle. Et à cette échelle, il nous semble que les choses sont parallèles. Cela reviendrait à dire, voici notre univers, à cette échelle de l'univers, il y a d'autres univers qui sont parallèles. On peut imaginer comme des bulles d'univers parallèles. Mais cette échelle serait intégrée dans un univers plus vaste, comme un univers de poupées russes. On a donc tout à coup une vision bien différente de la structure de notre monde, de la structure de notre univers, et de la nature holographique, mais aussi fractale de la création. Ce qu'il est important de retenir ici, c'est que la création semble être le résultat d'un flux d'informations dans lequel chaque point contient tout le reste. Alors que le champ de Planck crée une rotation qui engendre la création, les informations sont conservées parce que chaque point contient des bits d'informations de plus en plus petits. Et toutes les connaissances sur les choses peuvent être transposées à partir de cela. Par exemple, avec cette équation qu'on a résolue, on cherchait à étudier le proton. On voulait seulement étudier le proton en utilisant cette équation. Et on a fini par trouver la masse de l'univers, sa température, son accélération, etc. Donc en partant d'un proton, on a appris à connaître l'univers tout entier. On peut imaginer ce que cela signifie pour chacun d'entre nous. Cela signifie qu'à partir de n'importe quel proton dans notre corps, si on était capable de s'y connecter et d'y avoir accès, on pourrait connaître tout le reste de l'univers. On pourrait connaître des endroits où l'on n'est jamais allé, voir ces endroits à distance. On pourrait influer sur des choses qui se trouvent loin de nous. Cette équation peut avoir toutes sortes de répercussions qui rejoignent en fait certains des concepts les plus ésotériques, certaines des expériences ésotériques que les gens ont vécues dans le monde, comme par exemple, quand on pense à quelqu'un et qu'il appelle soudain, ou qu'on se rend quelque part et qu'on se dit « Oh, j'ai rêvé de cet endroit, je connais cet endroit, je suis déjà venu », alors qu'on n'y est jamais allé physiquement. Si toutes les informations sont présentes partout, cela signifie qu'on peut avoir accès à des informations qui se trouvent à distance de nous. Cela signifie aussi qu'on peut apprendre de ce qui se trouve à l'intérieur de nous.
C'est-à-dire que toute la connaissance ne vient pas de l'extérieur pour nous atteindre, mais qu'on détient plutôt des connaissances qui peuvent émerger de nous. C'est ce qu'on appelle le processus créatif. Cela mène aussi à la compréhension de la source de la conscience et de la connaissance.